bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire et Extra. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Xavier Perron qui va nous parler de sa vie ordinaire, ponctuée d'extraordinaire et surtout de la sagesse Maasai. Bonjour Xavier. Bonjour Gwen. Bon, alors merci d'être là. Ah bah c'est moi qui vous remercie, qui te remercie. Alors comment es-tu arrivé à aller rencontrer les Maasai ? Comment ça s'est passé tout ça ? Bah c'est extraordinaire là du coup. Pourquoi ? Bah, alors moi je suis une famille bretonne de Brest, je suis né à Brest, rien à voir avec les Maasai au départ. Mais très vite, à l'âge de 6 ans, bon, j'ai fait une noyade et suite à cette noyade, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, c'était déjà les Maasai. Alors je vais lire tout ce qui a trait aux Maasai. Vous savez, Joseph Kessel, Le Lion, La Piste Fauve, des romans que l'on connaît bien, les jeunes connaissent bien évidemment. Ernest Hemingway, Karen Blixen, Out of Africa, le fameux film, de Sidney Pollack avec Meryl Streep et Robert Redford. Hein. Donc je vais lire tout ça et puis finalement j'ai une de mes sœurs qui va s'installer au Kenya, par hasard, synchronicité, c'est ma marraine. Donc du coup je passe mon bac et elle m'envoie un billet d'avion et comme ça, voilà, ça a commencé. L'aventure concrète a commencé et puis au retour je me suis dit je vais faire des études très longues, complètes, je vais devenir bon à l'université pour pouvoir faire un doctorat et aller vivre chez les Maasai. C'est ce que j'ai fait, des études anthropologiques au sens littéral du terme, c'est-à-dire l'homme sous toutes ses dimensions. J'ai fait des études de droit, sciences politiques, voilà, j'ai étudié les langues aussi, pour le Swahili. Bon, le Maasai, je ne pouvais pas l'apprendre à Paris, donc j'ai étudié aussi en Angleterre. Et surtout, donc, j'ai pu avoir des bourses. Vous savez, quand vous en avez une, l'abondance est arrivée, donc c'était vraiment sur un petit nuage. J'ai été aidé au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, donc je me dis, je suis sur mon chemin, ça c'est certain. Et donc je suis parti vivre, lorsqu'il s'est agi de faire mon étude de terrain, comme on dit à l'université, en général on reste une année, moi je suis resté 3 années. Et donc je me déplaçais à mobilette, Peugeot m'avait prêté une mobilette. Enfin tout se passait comme dans un rêve. Et puis j'ai donc vécu là-bas, je dirais de façon très ordinaire, mais des choses extraordinaires. Parce que c'est des choses que l'on ne vit qu'une fois, certainement. C'est quelque chose qui vous... Enfin, j'avais l'impression d'être adopté, attendu, que tout se passait à merveille. Et donc, évidemment, pour eux, la vie est une fête. Donc, il y a beaucoup de célébrations, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de chants, de danses. Donc, je me suis retrouvé dans une espèce de farandole permanente. En plus, à vivre avec une faune sauvage, une flore en abondance. J'avais l'impression d'être dans un jardin d'Éden et que ma vie prenait un sens incroyable, intense. Surtout ce que j'ai noté là-bas, c'est cette faculté à faire de son quotidien, une œuvre d'art. C'est-à-dire que chaque seconde qui passe est en pleine conscience. On a l'impression que le temps est suspendu et que plus rien ne peut vous atteindre. Le mental ne s'emballe plus. Vous êtes connecté, relié à l'univers, je dirais, et puis en permanence entouré de gens bienveillants qui vous aiment. Donc l'amour est là, la source est là. Vous n'avez qu'à vous abreuver en permanence de cette source et vous êtes heureux, en paix avec vous-même. C'est incroyable. C'est donc, moi, ma conclusion a été très rapide. Je me suis dit, c'est notre mental qui invente et des limites et sa prison et le fait de ne pas bouger d'un iota dans sa vie. En fait, c'est nous qui inventons toutes ces choses qui nous ralentissent et qui nous empêchent d'être heureux. Donc, toute cette période de 3 années passées là-bas a été extraordinaire.
Il m'est arrivé plein de choses, bien sûr. Je le raconte dans les livres, parce qu'il faut lire des livres, je crois, pour lire aussi entre les lignes. Mais quand je suis revenu, alors, j'avais aussi fait des rencontres, une rencontre extraordinaire avec un Maasai, et il m'a dit, voilà, Xabio, comme on m'appelait, maintenant tu as vécu tout ça, tu es resté 3 années, tu ne sais rien. C'est maintenant, alors c'est dur à entendre, parce que les Maasai disent Oi meningishon kili nememe, c'est-à-dire la chair qui n'est pas douloureuse ne ressent rien. Tu veux dire, maintenant tu vas faire l'expérience de ce qu'est la difficulté. Osina kishon, la souffrance est un don, tu vas souffrir maintenant, mais c'est initiatique. Ta véritable initiation commence quand tu vas rentrer en France, parce que fini les grands espaces, fini la liberté, tu vas devoir d'abord écrire ta thèse, donc tu vas devoir te plonger dans des traités, dans des livres arides, secs, sans âme, mais tu devras passer par là, c'est initiatique. Tu vas pouvoir ouvrir ta boîte à soleil et te souvenir de tous ces bons moments que tu as vécu avec nous. Mais donc c'est vrai que voilà, quand je suis rentré, ça a été beaucoup plus dur. Et effectivement, j'ai mis des années à rédiger ma thèse. Je travaillais dans une agence de publicité le matin, à mi-temps, et l'après-midi, d'abord je me levais très tôt pour écrire, j'allais à l'agence, je revenais travailler. C'était une vie de moine pendant une dizaine d'années, et j'ai pu écrire ma thèse comme ça, il faisait 1000 pages. Oui, j'ai dû mettre pas loin de 10 ans pour rédiger cette thèse, c'était incroyable. Et effectivement, tout ce que ce Maasai m'avait dit, Kenny, c'est avéré totalement exact. Parce qu'il m'avait dit, oui, tu verras, ça durera 30 ans. Ton initiation va commencer, 9 étapes, 30 ans, et tu rencontreras l'amour au bout de 30 ans. Alors là, ça, j'avais eu du mal un peu à l'accepter. Je dis, bon, il plaisante. Parce que, évidemment, les Maasai adorent ont le sens de l'humour. Et pour se distancier justement avec son ego. Mais ça s'est passé réellement comme ça. Bon. Et alors, pendant cette période de 10 ans, est-ce que déjà tu commençais à pouvoir appliquer un petit peu la sagesse Maasai dans un quotidien difficile, parisien voilà, comment tu t'inspirais de ça, cette boîte à soleil justement? Ah ouais, totalement. Oui, tu as raison, c'est tellement important. C'est la mise en application dans son quotidien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, j'ai tenté, mais j'ai réussi, je crois, à me donner une discipline de vie et à essayer de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, c'était rythmé. Et j'avais la chance d'avoir, évidemment, bien connu et assisté à plein de choses, et puis participer à des rituels, etc. Des choses essentielles, il y a 4, ils appellent cercles, donc 4 piliers dans leur spiritualité, dans leur sagesse. Et l'un d'eux, le dernier d'ailleurs, le dernier cercle, ce sont des cercles concentriques, le dernier cercle, c'est justement cultiver son jardin intérieur, mobiliser son énergie autour d'un point central. C'est la découverte de sa mission de vie. Et là, j'avais toujours ça en tête. Pouvoir mobiliser mon énergie pour écrire le matin, aller à l'agence de publicité. Enfin, je découpais la journée comme ça, pouvoir me relier aussi à la nature. Mais c'était assez facile finalement, parce que j'avais cette énergie mobilisée autour de mon point central. Et mon point central aussi avec cet objectif de terminer ma thèse, de pouvoir comme ça avancer, de pouvoir mettre toutes mes connaissances, pouvoir transmettre, puisque Perron en Maasai, c'est transmetteur quand même, c'est incroyable, autre synchronicité. Donc j'ai vraiment pu mettre en pratique au quotidien, durant toutes ces années, les grands principes Maasai, mais justement, j'ai fait mien, je les ai mis en application, je les ai vécus.
C'est-à-dire, au lieu des grands principes qui rentrent par une oreille et qui sortent par l'autre, je me suis dit, bon ben, maintenant, je ne peux pas parler de ça et ne pas les mettre en application. Et puis d'abord, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être en phase avec moi-même, en paix avec moi-même, et pouvoir aussi le partager avec les autres, voire irradier tout l'amour que j'avais accumulé chez eux. Et donc, il y avait cela, il y avait aussi un autre grand principe, c'est la joie, être dans la joie permanente, enshipai. C'est-à-dire, et la joie, on la cultive en étant dans une relation à l'autre apaisée, une relation d'amour, une relation de reconnaissance de l'autre. Donc, l'autre, on ne le critique jamais, on n'est jamais dans la médisance. Donc, et la joie vient du fait qu'on reconnaît l'autre comme un prolongement de soi-même. Ça, je trouvais ça extraordinaire. Donc, de pouvoir avoir cette grande sûreté de soi, confiance que l'on fait à l'autre, puisque c'est une autre version de soi-même. Donc, on ne peut pas le critiquer. On ne peut pas se critiquer, on ne peut pas le critiquer. Ça, je trouvais ça extraordinaire. Ça, c'était la deuxième chose. Une troisième chose fondamentale, et là, je dirais que les Maasai rejoignent le Tao, la philosophie du Tao en Asie, en Chine notamment, le Tao. On peut dire un Tao africain. Maasai vient de Ilmao, qui veut dire les jumeaux, qui reflètent justement leur spiritualité selon laquelle toutes choses sont reliées à d'autres pour former des paires d'éléments complémentaires et non pas antagonistes. Je ne sais pas si tu me suis. C'est-à-dire que, en fait, ils vivent en permanence et avec confiance une dualité inséparable. Pour eux, il n'y a pas de bien-être sans difficulté. Et donc, ils appellent ça aussi Nakishon, la souffrance est un don. Et ils sont dans la gratitude, ils remercient sans cesse. Parce que pour eux, c'est une possibilité qu'ils ont de vivre leur spiritualité, de s'alléger de fardeaux qui viennent du mental, et de pouvoir s'élever. Vous savez, ils ont cette danse qui consiste à sauter toujours plus haut, toujours plus léger, vers le ciel, vers Enkai, qui est la déesse mère d'ailleurs. Le ciel est un immense utérus sacré. J'y reviendrai, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la souffrance pour eux n'est pas une finalité, mais c'est un passage obligé. C'est un passage obligé pour s'aguerrir. C'est un test par rapport à votre foi. Vous testez votre foi. D'abord votre foi en vous-même, foi en cette énergie supérieure qui régit l'univers. Et donc, vous faites une confiance que, je veux dire, la souffrance est momentanée, mais elle est initiatique. C'est pour vous permettre d'être vous-même, de vous trouver. Trouver quelle est votre mission sur Terre. Qu'est-ce que vous devez faire. Et donc, une fois que vous avez trouvé cela pour les Maasai, eh bien, vous n'avez plus besoin d'utiliser la souffrance. C'est le bien-être qui prend le relais avec cette acceptation, cet accueil nous on dirait des problèmes, eux diraient défis, des épreuves de la vie, mais ce n'est pas des épreuves, des circonstances qui font partie justement de cette évolution. Donc, parce que nous, on est baignés, je trouve, dans cette éducation judéo-chrétienne, consiste à se mortifier, à gagner son paradis dans l'au-delà. Mais pour les Maasai, il n'y a pas de séparation entre le monde visible et le monde invisible, pas de séparation entre le profane et le sacré, pas de séparation entre tout est sacré, la vie est sacrée, mais il n'y a pas le paradis dans l'au-delà et ici souffrir. C'est pas une grande vallée de larmes, c'est tout le contraire. Donc en fait, non, souffrance est initiatique, mais c'est pour aspirer au bonheur ici et maintenant. Donc ça, c'est une chose très importante. Et puis, je dirais la chose, j'aurais dû commencer par ce cercle-là. C'est le premier cercle, c'est Engolu Enkito, ça veut dire la recherche du bon ordre consiste à se connecter à l'énergie supérieure qui régit l'univers. C'est-à-dire, les Maasai disent Enkai. Alors, dans des religions, on va dire Dieu. Eux ont une spiritualité, en fait, que chacun s'approprie. C'est l'ordre de l'intime.
Donc il n'y a pas de spiritualité dogmatique ou figée une fois pour toutes, conceptualisée, non, pas du tout. Il y a des grands principes, mais chacun en fait ce qu'il veut. Et en fait, pour eux, c'est d'ailleurs le seul peuple d'Afrique noire qui est dit monothéiste. Parce que les Maasai viendraient de l'Égypte ancienne. Ils auraient vécu au temps d'Akhénaton, qui est à l'origine des monothéismes. Donc, voilà, ils croient en une déesse mère, en fait. Enkai, ça serait la déesse mère, c'est un immense utérus sacré, auquel on demeure relié en permanence par un cordon ombilical qu'ils appellent Osotwa. Et comment on se relie sans cesse à cette déesse? Alors, on se relie sans cesse par la respiration, par le fait que vous commencez jamais une journée sans l'offrir à Enkai, justement, et sans demander de l'aide, demander un guidage, une protection, voilà. On respire par le ventre. Pour faire une respiration vibratoire, vous mêlez le son Enkai avec le souffle, un peu comme la cohérence cardiaque, et puis à cheval entre la cohérence cardiaque et les mantras, les sutras, enfin, voilà, et on se connecte aussi à deux. Si on est une paire, on peut constituer une paire, on vit en couple par exemple, on peut se faire une connexion à deux, où la personne qui est derrière va envoyer de l'amour à la personne qui est devant, le caressant aussi, voilà, et la personne qui est devant va visualiser le cordon ombilical qui tombe d'Enkai, du ciel, et qui te branché sur le cœur ou sur le coronal, peu importe. Mais c'est une façon aussi, voilà, de se placer sous sa protection et d'être complètement actif. Voilà, ça active ta journée et le fait que voilà, tu acceptes de vivre cette journée comme si c'était la dernière et de vivre en accord avec ce qui est, donc temps présent, de le vivre pleinement. Les Maasai disent la braise se moque des cendres. Passé n'existe plus, n'existera plus. Le futur n'existe pas encore. Tu le construis par ton esprit, tu le construis voilà, en vivant pleinement chaque seconde qui passe. Ça rejoint vraiment les courants actuels de pleine conscience, etc. Oui, complètement, complètement. Et quelle place a l'intuition? Comment, par exemple, toi, tu reconnais l'intuition ou le guidage de Enkai? À quoi le reconnais-tu? Ouais, c'est une très bonne question. D'abord, qu'est-ce que c'est l'intuition? Et si vous prenez la racine latine, intuire, c'est voir avec des yeux intérieurs, voir à l'intérieur de soi. D'ailleurs, je fais une parenthèse, l'éducation, par exemple, educere en latin, très intéressant. On voit bien aujourd'hui que l'éducation n'est plus que du gavage d'oie, c'est-à-dire qu'on te fait rentrer de force des informations. C'est mon fils Simon qui est en CE1, quoi, ouais. On voit bien, et encore ça se passe très bien dans son école, mais on voit bien que il y a une sorte de formatage, il faut le dire. Hein. Je crois que tout le monde le sait. Donc, ça reste, c'est pour ça qu'on se coupe très rapidement de notre intuition. On nous coupe d'ailleurs les ailes. Au lieu de donner au petit oiseau que nous sommes le souffle de son envol, ben on va le brider déjà, tout petit. Donc en fait, l'intuition et l'éducation telle que les Maasai la conçoivent, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est vivre, donc, expérimenter la vie par soi-même. Donc il n'y a pas des professeurs qui vont te dire quoi faire. C'est la vie, ton professeur. Donc c'est pour ça que l'initiation est très longue. Et donc tu vas normalement au bout de 30 ans, tu vois, c'est long. Tu vas pouvoir faire ressortir tout le bienfait de cette éducation. Donc, tu es en phase avec la vie, avec le mouvement de la vie, hein, avec ce mouvement permanent de la vie, cette dynamique. Bah, tu vas être en phase avec cela et tu vas pouvoir cette
liberté que tu as gagnée, qui est extraordinaire, liberté intérieure, va se refléter dans tes yeux. Les Maasai disent avoir le regard clair et la démarche alerte. Et l'intuition vient automatiquement. C'est-à-dire que tu n'as pas à te dire c'est quoi l'intuition par rapport... Ils ne se posent pas cette question, les Maasai ont l'intuition, de toute façon. Et donc, évidemment, si tu as une difficulté, tu vas demander à Nkai, et Nkai va te répondre, soit par des rêves, etc. C'est ce que je vis moi-même quotidiennement, et c'est vrai que ça permet de donner une perspective à ta vie, un sens à ta vie, et tu te sens absolument relié à cette énergie supérieure. Et c'est comme ça qu'on ne tombe pas malade. D'ailleurs, les Maasai le disent, la maladie vient du fait qu'on exprime mal sa vie. Une mauvaise expression de soi-même. Donc, on ne fait confiance qu'au mental. Donc, on est déséquilibré. On est toujours penché d'un seul côté. Cerveau gauche. Donc, l'intuition, c'est simplement la faire revivre dans son cœur, faire silence plusieurs fois par jour, aller s'enrouler autour des arbres. Ça, c'est très important. Et ça suffit. Faire des grandes marches le soir, la nuit, au lieu de regarder la télévision, on peut marcher. C'est ce que je fais toutes les nuits. Je vais marcher avec Alexandra dans la nature. On voit des animaux, on voit des chouettes effraies, on voit plein de choses. C'est merveilleux. Les étoiles. Et donc c'est là, la vraie vie, elle est toute simple en fait. Il n'y a pas à chercher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement coupé de la nature qu'on ne vit qu'avec les inventions proposées par le mental. Donc on vit dans un monde virtuel. Alors, c'est pas très difficile, mais ça demande quand même une grande vigilance et un peu une volonté de vouloir changer sa vie positivement. Et donc, aussi accueillir ses émotions. Il n'y a pas d'émotions négatives, positives, etc. Donc, il faut les accueillir. Et ce qui guide notre vie, c'est l'amour, parce que pour les Maasai, donc c'est la source de tout, c'est l'amour. Hein. Ils l'appellent Enyorata, qui est l'équivalent de la vérité. Il n'y en a qu'une également, et Sipata. Et donc, tout cela... pour que tout cela vive bien, on est dans un état permanent d'enshipai, de joie, d'enthousiasme, d'allégresse. C'est permanent. Donc c'est l'expression la plus pure de l'amour. Oui. Et justement, on est dans cette joie. Et quand une émotion de tristesse ou de peur fait irruption, comment on l'accueille et comment concrètement on fait ? Ah oui, ça c'est évidemment très concret. Il faut l'accueillir impérativement, elle est là. C'est-à-dire, on dit, tiens, j'ai peur, tiens, je suis triste, ou je pleure, ou je vois que j'ai la boule au ventre, ou voilà, on observe ce qui est en train de se passer. On observe, on accueille, on se dit très bien, et on ouvre sa boîte à soleil, comme je dis, c'est une belle expression, hein. Boîte à soleil, et puis c'est les souvenirs qui reviennent. On change de diapositive en quelque sorte. Mais d'abord, il faut accueillir. Il ne faut pas dire « Oh !» Il ne faut pas réagir comme ça. Ça, c'est le mental. Non. Alors, je dirais juste une anecdote Maasai, parce que les Maasai, en fait, quand il leur arrive quelque chose, où ils ont une grande tristesse, mais réelle. Là, nous, souvent, c'est une tristesse un peu... on ne sait pas, c'est une sorte de mal-être chronique, on va dire, mais on ne sait pas trop. Mais chez eux, c'est vraiment réel. Une sécheresse en cours, ils ont tout perdu, ou voilà, beaucoup de... rien à manger, peut-être des décès dans les familles, bon. Alors, ils vont équilibrer, parce que pour eux, l'important, c'est de rééquilibrer le taux vibratoire. Donc, en fait, la vibration, donc l'énergie, on va remonter tout ça en ayant de l'humour. Donc, quand vous êtes chez Maasai et que vous voyez tout le monde a le sens de l'humour et tout le monde rigole, vous dire là, c'est pour rééquilibrer quelque chose de moins drôle. Mais ça marche parce que, en fait, scientifiquement, on a prouvé aussi que quand vous souriez, là, vous envoyez des bonnes informations au cerveau. Et donc là, ça
je sais pas, envoie des endorphines ou j'en sais rien, mais en tout cas, ça marche, ça fonctionne, c'est quelque chose de... voilà. Mais il faut avoir la présence d'esprit. L'éveil, c'est ça, c'est la pleine conscience que finalement, la magie de la vie est souvent dans l'ordinaire. La magie de la vie surgit justement parce qu'on est en phase avec son quotidien. On ne le rejette plus. On n'est pas là en train de se dire oui, mais la vie sera meilleure voilà, quand j'aurai ceci ou cela ou quand j'irai à tel endroit. En fait, c'est ça, c'est arriver à réenchanter sa vie à chaque instant. J'ai une question qui me vient. Un quotidien voilà, ordinaire où on y voit du fabuleux, mais par exemple une situation concrète dans notre travail où on sent qu'on n'est pas bien. Malgré tout, là, on ne peut pas être joyeux constamment. On va quand même se dire, il faut que j'active des changements. Tout à fait. Alors, à quel moment, justement, on est dans la joie, la gratitude de ce qui est? À quel moment on se dit, là, ça ne me convient pas, il faut que je change? Comment ils voient ça, les Maasai, concrètement? C'est vrai qu'il peut y avoir des moments de tristesse ou de critique, peut-être. Les Maasai ont du mal avec ça parce que on est rarement attaqué comme ça par des critiques. On critique pas l'autre, jamais. Non, ça se fait pas comme ça. Donc j'ai un peu de mal. On voit rarement des choses comme ça chez les Maasai. Les Maasai ne sont pas confrontés à cela. Et oui. Alors, mais nous, ici, oui. mais nous, oui. Oui. Nous, oui. Alors, oui, je dirais qu'il faut arriver à mettre sa vie en ordre. Je veux dire, par là, il faut se rééquilibrer, se réharmoniser. Donc, c'est un travail. Il faut travailler sur soi. Mais c'est un travail qui peut être assez rapide. Il n'y a plus besoin de 30 ans, comme quand les Maasai m'avaient dit, tu auras besoin de 30 ans. Aujourd'hui, il y a une accélération. Je le ressens, on voit bien. Donc, en fait, on peut y arriver. Voilà, mais il faut se mettre au travail. Il faut arriver à accueillir ses émotions, à être... conscient que la vie c'est les montagnes russes. Vous avez des bonnes nouvelles, vous avez des mauvaises nouvelles, mais tout ça c'est la même chose en fait. Il n'y a pas de positif ou de négatif, de bien ou de mal. C'est par rapport à ce que vous en faites. Et donc si vous arrivez à accueillir, à accepter, vous acceptez l'autre, vous accueillez votre ombre et votre lumière, parce que là aussi ça fonctionne par paire. On a tous sa part d'ombre. Le tout, c'est de l'accueillir et de le reconnaître. Parce que si vous ne le reconnaissez pas, alors vous allez avoir besoin d'un bouc émissaire. C'est comme ça que, voilà, ça se passe. Vous allez martyriser l'autre ou le critiquer. Donc, en fait, c'est travailler sur soi, faire que vous découvriez vos jumeaux, votre jumeau, aussi à l'intérieur de vous, mais mettre en phase, vos pensées, vos paroles et vos actions. Tout ça aligné. Non, mais c'est un apprentissage, quoi. Oui. Et vous avez des résultats assez rapides et ça vous encourage. Il faut se fixer des petits objectifs. Oui. Oser voilà. le changement, quoi, aussi. C'est oser le changement. Oser changer. Soyez le changement que vous Oui. voulez voir dans le monde, disait Gandhi déjà. Oui. Il faut vraiment faire silence plusieurs fois par jour, c'est ça aussi. On est pour vraiment dans un brouhaha. Reconnaître, faire la différence entre notre mental, notre ego ou notre intuition, nos aspirations profondes. C'est ça. Mais en fait, plus vous faites silence, plus vous accueillez, plus vous acceptez aussi les lois de la nature. Je sais pas, moi quand je vais me promener là où il y a des arbres, j'ai tout oublié. Tous les petits soucis, entre guillemets. Donc, en fait, moi, je recommande aux gens, plus souvent, c'est de respirer. Les gens ne respirent pas. Par exemple, si vous travaillez dans un bureau, vous pouvez aller dans les toilettes et respirer. Respirer. Invoquer Enkai. Oui, vous respirez.
Et puis alors ça devient un mantra, mais en même temps, c'est un son qui existait déjà. Aïe, c'est l'énergie autant d'Akhenaton, mais donc c'est des sons très puissants vibratoirement. Ça vous régénère en 1 ou 2 minutes. Et ensuite, c'est quand vous allez revenir et que vous allez retrouver les personnes qui vous semblaient un peu malveillantes, selon vous. Ben, c'est les lois de l'attraction qui vont prendre le relais. Vous êtes bien, vous n'aurez pas parlé. Les gens vont être attirés par vous. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça que je réalise tous les jours. Que, voilà. Et avec les enfants, c'est pareil, d'ailleurs. Oui. Si vous êtes fatigué, là, vous êtes sur un mode de commandement-obéissance, ils vont pas vous écouter. Merci beaucoup pour toutes ces informations, ces conseils. Je crois que dans les 4 cercles Maasai du bonheur, on retrouve finalement l'ensemble des conseils que l'on peut suivre. Toujours, c'est important de le dire, de les intégrer pour soi, d'en faire sa propre vérité. Il n'y a pas une vérité. Toi, tu as ton expérience qui est extraordinaire et après, c'est inspirant et c'est à chacun de l'intégrer à sa façon dans sa vie. Voilà, et puis j'ai mis des exercices dans ce livre. Donc, on peut dire un livre d'exercices. D'accord. C'est un petit livre à vivre, quoi. Aussi, pour connaître toutes les synchronicités, tout l'extraordinaire qui a ponctué ta vie ordinaire, c'est vrai que les 9 leçons du guerrier Maasai est un délice. On a envie de savoir la suite. C'est ça. Et puis de comment j'ai mis en application dans ma propre vie, que je raconte dans le monde, puisque j'ai pas mal voyagé aussi, évidemment. Et puis alors ton dernier roman, où là on peut vraiment trouver en tant qu'occidentaux, en tant que, dans notre vie d'ici, des pistes, des inspirations. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Donc, tu ne peux pas presser la déesse en lui donnant un coup de coude. Oui, c'est un proverbe Maasai qui veut dire que la patience vient à bout de toutes les difficultés, bien évidemment. Mais c'est aussi de montrer à travers une histoire, l'histoire d'une... c'est une star de football, c'est un avant-centre, un numéro 9. 9, c'est le chiffre sacré des Maasai, mais c'est aussi le chiffre de l'avant-centre dans une équipe de football. J'ai été passionné de football, donc j'ai voulu raconter cette histoire. Et donc, c'est un... il est avant-centre au Paris Saint-Germain, que tout le monde connaît, évidemment. Et donc, transféré au Paris Saint-Germain, il n'arrive plus à marquer de but parce qu'il a un mal-être profond qu'il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé sur lui, vraiment. Et donc, je vais le faire passer de l'ombre à la lumière, parce qu'il va rencontrer un jeune Maasai du clan des hommes médecine, donc un être exceptionnel, bien sûr, mais c'est de montrer exceptionnel, extraordinaire, mais qui va l'initier aux choses les plus ordinaires. Et il va réussir à réenchanter sa vie, à marquer à nouveau, et puis à gagner des trophées, notamment la Coupe d'Europe. Et je ne veux pas trop en dire, mais il va savoir, du coup, quoi faire de son argent, quoi faire de sa célébrité, de sa renommée, parce qu'il va comprendre que aussi les Maasai souffrent de toute cette matérialisation du monde, du fait que on extrait des ressources, notamment en Afrique, et de façon incroyable. Et donc il y a ce pillage, et il y a cette destruction de la planète. Et voilà, il va savoir maintenant quoi faire de sa vie. Ça lui a donné la direction, parce qu'il s'est trouvé intérieurement. Ça, c'est très très intéressant de voir, en utilisant donc cette symbolique du football, comment on arrive à intégrer justement tout ce qui se passe en ce moment, mais sans le dire vraiment, mais quand même il faut le lire, bien sûr, il faut le lire, mais de voir qu'à travers une histoire, puis il y a une très belle histoire d'amour dedans, donc je crois que c'est très complet. D'accord. Voilà. Je te remercie beaucoup. Je pense que tous les thèmes là qu'on a abordés de façon générale mériteraient évidemment... on pourrait en parler des heures, c'est tellement intéressant. Et, c'est certain. Merci beaucoup. J'espère que cette interview vous aura inspiré, vous aura plu. Encore une fois, prenez ce qui vous parle et puis ce qui vous parle pas, c'est pas grave, laissez tomber. Et la suite bientôt. À très bientôt, bonne journée.
Au revoir. Au revoir. Like a bird on a tree, I'm just sitting